La parole est maintenant à François Asensi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, la situation malienne, aussi urgente soit-elle, n'est pas un fait nouveau. Depuis un an maintenant, l'avancée des sécessionnistes d'Azawad et l'instabilité liée au coup d'État menacent l'intégrité du pays. J'ai une pensée forte pour le peuple malien, ce peuple ami, otage de la terreur imposée depuis des mois par les fondamentalistes islamistes. Les ressortissants maliens, nombreux en France, sont inquiets et réclament une intervention internationale pour établir la paix et la démocratie. Nous sommes à leur côté. J'ai également une pensée très forte pour nos soldats engagés sur ce terrain périlleux. Je pense également à la douleur et à l'angoisse des familles des otages. Que devait faire la France face à l'offensive des troupes djihadistes lancée jeudi dernier? La position des députés du Front de gauche, communistes républicains, est claire. Abandonner le peuple malien à la barbarie des fanatiques serait une erreur politique, une faute morale. La non-intervention serait la pire des lâchetés. Une action militaire internationale était nécessaire pour éviter l'installation d'un État terroriste. Les djihadistes du Nord Mali et leurs affiliés de l'Al-Qaïda n'ont qu'un but, imposer à l'échelle de la planète des régimes despotiques, sanguinaires et moyenâgeux. Leur fondamentalisme constitue une nouvelle forme de fascisme. Ils n'ont qu'une méthode, instrumentaliser l'islam, religion de paix pour l'immense majorité des musulmans, afin de justifier leur combat contre la démocratie et les droits des femmes. Ils masquent ainsi le caractère mafieux de leur organisation, basée sur le trafic d'armes et de drogue comme au Sahel. Les démocrates ne peuvent baisser les bras. Les démocraties ne peuvent baisser les bras. Elles doivent soutenir les efforts des progressistes qui en expriment le souhait, comme aujourd'hui au Mali. Pour autant, nous émettons des réserves sur l'opération militaire déclenchée, sur la forme, ses conditions, ses objectifs. Soyons lucides, cette intervention n'apportera pas un État malien stable, pas plus que la démocratie, elle n'en est qu'un préalable. La guerre est toujours la pire des solutions, la plus incertaine. Rien ne nous assure que cette intervention ne se termine par un échec, de lourdes pertes humaines et des déflagrations en cascade dans l'ensemble du monde musulman. Ne nous laissons pas bercer d'illusions par un consensus rassurant et par l'enthousiasme des va-t-en-guerre. Je parlais de réserve sur la forme. Notre Parlement n'a pas été consulté au préalable, nous le déplorons. L'urgence existait, certes, mais le scénario d'une offensive vers le sud malien était prévisible. Comment croire que cette colonne armée se soit constituée seulement en 48 heures? Nous avons également des interrogations sur nos objectifs. Monsieur le Premier ministre, il est impératif de clarifier les buts de cette guerre pour éviter un enlisement, comme peut le laisser présager l'engagement de nos troupes au sol. Ces objectifs sont pour l'heure confus. Assurer la sécurité de nos ressortissants, lutter contre le terrorisme, assurer l'intégrité du Mali. Le président de la République a déclaré que l'intervention durerait le temps nécessaire, avant de concéder qu'elle serait limitée dans le temps. Quand concédera-t-on que la mission de la France est terminée? Gardons à l'esprit les enseignements de la guerre contre le terrorisme lancée après les attentats terrifiants du 11 septembre. Nos troupes reviennent à peine d'Afghanistan, tirant les leçons de cette impasse. La lutte sans faille des nations libres contre le terrorisme est vitale, naturellement. Mais si cette lutte devient une guerre armée, où et quand s'arrêtera-t-elle? Saurons-nous y mettre un terme avant qu'elle devienne contre-productive, en nourrissant l'idée funeste du choc des civilisations et en renforçant les ferments d'union de groupes très divers sous la bannière d'Al-Qaïda? Saurons-nous prendre le dessus sur les troupes djihadistes sans provoquer le repli au Niger, en Mauritanie, en Algérie, avec une potentielle déstabilisation de ces pays? L'acheminement de troupes françaises au sol et de blindés ces derniers jours modifie en profondeur notre engagement. Au risque d'utilisation de boucliers humains sous les frappes aériennes s'ajoute la crainte de nouveaux déplacements de population sur un territoire démesuré. Tout doit être mis en œuvre pour éviter une catastrophe humanitaire et protéger les civils. Si nous partageons dans son esprit l'orientation de notre diplomatie, nous interrogeons quand même sur quelques incohérences. La France a soutenu les printemps arabes, bien que tardivement, et apporté son concours à l'épanouissement des droits et des libertés, notamment pour les femmes. Dans le même temps, notre pays entretient des relations troublantes
avec certaines composantes du monde arabe. Faut-il montrer tant d'indulgence vers les pétromonarchies du Moyen-Orient, au premier rang desquelles le Qatar? Ce pays, adversaire des droits de l'homme, joue un double jeu infernal en attisant les divisions du monde islamiste. Il n'hésite pas à déstabiliser des régions entières pour appuyer des régimes obscurantistes. Oui, il faut rétablir la liberté en Syrie, mais faut-il pour cela livrer des armes aux mouvements fanatiques dans ce pays? L'Occident a trop souvent joué aux apprentis sorciers dans ce domaine. J'en viens aux réserves sur les conditions de déclenchement de l'opération et à la position de la communauté internationale. L'option militaire n'avait rien d'inéluctable. Elle n'est due qu'aux faiblesses et aux lenteurs de la communauté internationale et du pouvoir malien lui-même. En aucun cas la France n'interviendra elle-même au Mali, affirmait le président de la République en novembre. Il y a 2 semaines encore, la voie diplomatique de la négociation était privilégiée. La résolution 2085 du 22 décembre, selon la lecture même de notre ambassadeur à l'ONU, n'était pas une déclaration de guerre. Elle posait de nombreux préalables avant tout recours à la force. D'une part, un effort du pouvoir malien pour répondre à la question touareg et organiser de nouvelles élections. D'autre part, une préparation militaire conséquente de l'armée malienne et des partenaires africains. Aucune de ces conditions, malheureusement, n'est réunie. Nous sommes donc en guerre dans la plus mauvaise des configurations, dans l'impréparation, avec des immenses périls que cela comporte. La résolution onusienne autorisait le déploiement d'une mission internationale sous conduite africaine. Or, l'opération Serval s'avère être, avant et avant tout, une opération franco-française. Cette intervention doit retrouver au plus vite le cadre onusien. Les troupes des pays africains doivent prendre le relais. Notre pays a pris ses responsabilités, mais le cavalier seul de la France est préoccupant. En effet, il nous isole de la scène diplomatique, nous exposant en termes de sécurité et nuit à la crédibilité de notre intervention. La communauté internationale, nos alliés, font un saut de déclaration pour saluer notre engagement sans apporter de solidarité en actes. Le soutien unanime masque une indifférence générale. C'est attristant et consternant. Où est l'Union européenne, Monsieur le Premier ministre? Son inertie illustre l'impasse actuelle de sa construction. Notre intervention militaire dans une ancienne colonie française recueille le soutien de l'opinion africaine et de ses représentants. L'Algérie a ainsi ouvert son espace aérien et fermé ses frontières. Cette coopération relative n'était pas courue d'avance. Elle est à mettre au crédit du dégel de nos relations et de l'action qu'a menée récemment le président de la République en Algérie. Elle suscite néanmoins un certain malaise, probablement en raison du deuil inachevé de la France-Afrique. Comment ne pas percevoir le poids de la colonisation dans le conflit actuel et l'héritage de frontières tracées artificiellement? Au Mali, comme sur l'ensemble du continent, les impérialismes ont déchiré les régions, aggloméré des peuples rivaux afin de préserver leur influence sur ces richesses. Ce temps doit être véritablement révolu en Centrafrique, au Gabon, au Niger, au Burkina Faso. Des engagements ont été pris, nous attendons des gestes forts au plus vite. Monsieur le Premier ministre, et ce sera ma conclusion, l'Afrique est la chance de notre planète. Je dirais même quel est son avenir. L'objectif de la communauté internationale doit être de parvenir rapidement à la paix. La solution au chaos et à la déstabilisation du continent africain n'est pas militaire, mais politique, sociale et économique. Les pays du Nord doivent enfin pouvoir promouvoir un développement partagé de la planète. Les richesses, les matières premières de l'Afrique doivent bénéficier avant tout à ces peuples et non être pillées. Ces richesses humaines et intellectuelles, elles aussi, doivent pouvoir rester dans leur pays et participer au progrès de leur société et non être contraints à l'exil dans les pays dits riches. Il a beaucoup été question de l'homme africain. Cet homme africain, la femme africaine sont pleinement dans l'histoire de notre temps. Ils sont les acteurs du monde de demain. Respectons-les, marchons à leur côté. Nos amis africains attendent de la France cette relation d'égal à égal, soucieuse de leur devenir, de leur dignité, sans ingérence et sans domination.